Comme chaque soir, pendant 2 heures, Europe 1 va battre au rythme de votre cœur. Vous pouvez dès à présent appeler le 3921 pour nous confier ce qui vous tourmente, ce qui vous émeut, ce qui vous fait peur ou ce qui vous fait rêver. Julie et Assiba vont vous accueillir, ainsi que Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également y participer en nous envoyant vos courriels sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline, et merci d'avoir pris mon appel. En fait, je souhaiterais avoir votre avis parce que je me trouve devant une situation devant laquelle je ne sais pas très bien comment me positionner, si je dois intervenir ou ne pas m'en mêler. Oui. Et donc, voilà, j'ai un fils de 13 ans qui a un ami qui est dans la même classe que lui, et donc, voilà, il se voit régulièrement. Son ami vient chez nous et mon fils va chez lui. Et en fait, ce garçon ne vit pas avec ses parents, il vit avec sa grand-mère et le mari de sa grand-mère, qui n'est pas son grand-père. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer cette grand-mère qui est d'origine africaine, donc qui parle pas toujours très bien français. Oui. Mais voilà. Ce qui fait que parfois je ne suis pas tout à fait sûre de bien comprendre ce qu'elle me dit aussi. Et enfin bref, en la voyant et en l'ayant parfois au téléphone, elle a commencé à se confier un peu à moi. Notamment parce que certains problèmes sont apparus et elle a dû m'expliquer qu'elle avait un problème de santé au cerveau, me dit-elle, qui fait qu'elle a des problèmes de mémoire, du genre elle va faire ses courses et puis pendant le trajet, elle oublie pourquoi elle est sortie de chez elle, elle rentre chez elle et voilà. Donc elle m'explique ce genre de choses et donc je lui dis mais il faut que vous vous fassiez soigner, c'est important. Et elle me dit oui, je sais, je devrais être hospitalisée, mais je ne veux pas laisser mon petit-fils avec mon mari, c'est pas possible. Et donc voilà, je l'ai fait un peu parler. Et, elle m'explique que elle peut pas le laisser seul avec cet homme parce que elle revient toujours sur la même expression. Il est toujours après son petit-fils. Alors, j'ai du mal à comprendre ce qu'elle veut dire par ça. Quand je lui pose un peu des questions, soit elle me dit je peux pas vous parler, je peux pas vous dire, ou je ne comprends pas très bien. Donc comme ça me préoccupait, et ça me préoccupait pour ce garçon aussi, enfin voilà, que je connais maintenant et que j'apprécie, enfin bon bref, même si je l'appréciais pas, c'est pas la question. Mais je lui dis écoutez, prenez un rendez-vous avec votre médecin, fixez une date pour votre intervention et je prendrai votre petit-fils chez moi pendant cette période-là. Et elle me dit oui, mais la dernière fois que je devais l'appeler, j'ai oublié, etc. Donc je lui propose même de prendre un rendez-vous avec elle, enfin d'aller chez elle 2 jours plus tard pour prendre le rendez-vous avec elle, etc. Mettre ça en place. Quand j'ai pris congé pour ça, et quand je me suis présentée chez elle, il n'y avait personne. Elle m'a jamais ouvert. Ah ouais. Bon, puis j'ai plus de nouvelles. Bon, à ce moment-là, moi, je me suis un peu, j'étais un peu fâchée en me disant bon, je prends un demi-jour de congé et puis je me retrouve devant une porte close. Ouais. Et puis à la fois, donc ma première réaction était de me dire bah tant pis, qu'elle se débrouille. Et puis à la fois, c'est pas elle, à vrai dire, qui est vraiment en question. C'est pour moi, c'est son petit-fils. Oui, vous faites ça pour ce garçon. Ben oui, voilà. Donc voilà, je l'ai rappelé et alors là après ce rendez-vous manqué, pendant quelques jours, elle ne m'a pas répondu. Donc j'ai laissé passer un peu de temps et puis j'ai fait passer le message par mon fils, à qui je ne parle pas trop de tout ça parce que je veux pas que ça interfère dans les relations qu'il a avec son copain. Mais en disant simplement qu'elle pouvait me rappeler, qu'il n'y avait pas de souci. Et alors elle m'a rappelé une fois. Et je dois dire que je la sentais pas tout à fait... je pense qu'elle a un problème un peu d'alcool. Et elle m'a appelé 2 fois au milieu de la nuit. Ah oui. Oui. Et là, vous aviez le sentiment qu'elle était alcoolisée ? C'est-à-dire que les fois où elle m'a appelé à 1h, 2h du matin, j'ai pas décroché.
moi, je voudrais vraiment faire quelque chose pour ce garçon. Enfin, moi, je suis pas pour le chacun pour soi et ce qui se passe chez le voisin ne nous concerne pas. À la fois, je veux pas non plus me mettre sur le dos des choses que j'arriverai pas à gérer. Mais oui, surtout que vous savez pas très bien, ce qui se passe vraiment. J'arrive pas trop bien à savoir. Je me dis, si j'avais pu la voir, si je l'avais vue à ce rendez-vous auquel elle m'a ouvert, je serais peut-être arrivée à comprendre mieux. Parce que là, à chaque fois au téléphone ou avec le monsieur qui est dans la maison, quand elle me parle parfois, c'est difficile. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? À un moment, j'ai pensé en parler à l'école. Ils sont tous les deux, j'imagine que vous connaissez, dans une école de Crolly. Oui. Donc il y a un encadrement de psychologue qui est peut-être un peu plus étoffé. Ça serait pas mal, ça. Comment? Ça serait pas mal, c'est une bonne idée, ça. Mais je voulais vous demander... Parce que ça pourrait être des médiateurs. Oui, à la fois je me suis dit, est-ce que c'est pas embêtant pour l'école de savoir des choses qui a priori les concernent pas, c'est pas scolaire. Enfin, vous voyez, je voulais pas non plus. C'est pas scolaire, mais enfin ça concerne quand même la vie de cet enfant. L'école a un rôle à jouer en matière de prévention. Supposons que cet enfant, qui est élevé par sa grand-mère et par le mari de cette dernière, si sa grand-mère actuellement a des troubles, elle vous dit elle dit un problème au cerveau, mais des troubles neurologiques. Elle a en tout cas des problèmes de mémoire. Ça, clair. Des problèmes de mémoire. Vous voyez, elle part faire ses courses et puis elle revient chez elle parce qu'elle avait oublié qu'elle partait faire ses courses. C'est quand même embêtant pour ce garçon. Elle le dit elle-même d'ailleurs. Elle doit être soignée, hospitalisée, puisqu'il faut s'occuper de ce problème-là. Après, elle dit que son mari est toujours après ce garçon. Alors ça peut être que lui est peut-être sévère avec lui, et peut-être, je sais pas, il peut, vous voyez, il y a plein d'interprétations possibles. Il ne dit rien, lui, parce que c'est l'ami de votre fils, donc il a 13 ans, il pourrait un peu parler de ce qu'il vit chez lui, il n'en parle pas. Oui, il n'en parle pas, et ça c'était un peu la deuxième interrogation sur laquelle je voulais votre avis. Donc c'est un garçon assez réservé, très très sympathique et très très gentil. Je m'entends bien avec lui. Je veux dire, on parle, mais pas de lui. Et bon, en parlant un peu avec mon fils, comme je vous dis, j'essaie de pas l'interroger, mais alors je parle un peu des copains en général. Je lui demande est-ce qu'il te parle un peu de sa mère et de son père, parce que je sais qu'il voit son père et pas sa mère, qui a un problème d'alcool. Il me dit non, il n'en parle jamais. Sa mère a un problème d'alcool. C'est ce que la grand-mère m'a dit. D'accord. Elle m'a dit c'est pour cette raison-là que ce n'est pas la mère qui a la garde de ce garçon. Ouais. Donc la mère, c'est la grand-mère maternelle là, qui l'élève. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Oui. Donc comme ça, il est assez réservé. Alors maintenant, ce que je me demandais aussi, c'est est-ce que je lui dis, écoute, voilà, j'ai eu tel contact avec ta grand-mère et moi je m'inquiète et je voudrais savoir. Enfin, mais à la fois, il peut me dire, mêlez-vous de ce qui vous regarde, ma bonne dame. Non. Vous pensez non, je crois pas. Pourquoi vous moi je pense pas que c'est pas la réaction d'un enfant de cet âge-là. C'est la réaction d'un adulte, ça. Oui, or, il a 13 ans et ça le concerne. Lui aussi doit être inquiet pour sa grand-mère. Certainement. À 13 ans, s'il voit sa grand-mère qui perd la mémoire de cette façon-là, ça doit l'inquiéter parce que sa grand-mère, c'est sa référence, c'est son point d'appui. Donc ça doit beaucoup l'inquiéter, ce garçon. Donc je pense que le fait de lui en parler... et vous ne trahissez rien. Ça veut pas dire forcément en parler devant votre fils, parce que peut-être que effectivement il préfère pas. Pour le moment, je sais pas comment il le vit. Il le vit peut-être, voyez, comme quelque chose qu'il faut maintenir secret, ou donc il serait peut-être gêné que vous en parliez en présence de votre fils dans un premier temps. Alors que après, si c'était le cas, il faudrait lui expliquer que ça n'a rien de honteux.
Bien sûr. Mais dans un premier temps, il pourrait être gêné. Mais en revanche, que vous en parliez avec lui, c'est pas comme si c'était un petit enfant où ça serait compliqué. S'il était très petit, ça. Mais à 13 ans, vous pourriez en parler avec lui et l'aborder. Oui. Vous voyez, de façon, je vous sens suffisamment délicate pour l'aborder avec lui sans que ça le heurte et le froisse, en disant, voilà, ta grand-mère m'a confié qu'elle devait être hospitalisée. Et donc, parce qu'elle a, vous pouvez, parce qu'elle a des problèmes de mémoire, et vous allez bien voir comment est-ce qu'il enchaîne ou pas. Oui. Que ta grand-mère devait être hospitalisée. Voilà. Oui. Peut-être. Envisager peut-être une hospitalisation. Vous voyez, vous pouvez mettre, parce que si elle lui en a pas du tout parlé. Ben oui, ça, je ne sais pas trop non plus. Mais oui, je peux lui dire ça et peut-être commencer en lui parlant du fait que je lui en parle aussi parce qu'il pourrait venir chez moi sur cette période-là. Voilà, donc si tu pendant ce temps-là, si tu le souhaites, voilà, vous pouvez lui dire que s'il le souhaite, il pourrait venir chez vous. Oui. Donc qu'il se sentirait comme ça. Pour lui, certainement, ça serait. Il serait bien chez vous parce qu'il serait avec son ami. Ça serait un cadre très rassurant. Donc après, pourquoi la grand-mère, qu'est-ce qu'elle craint, qu'est-ce qu'elle redoute, pourquoi? Parce que ça aurait pu, je trouve, être une proposition très très rassurante, puisque elle vous met dans une position, je trouve, très difficile. À la fois, elle se confie à vous, donc elle a besoin de parler, elle vous fait part de son inquiétude, et puis après, finalement, quand elle vous implique dans ces difficultés, et vous ne restez, c'est difficile, je comprends tout à fait votre réaction, de rester sans réaction, parce qu'il en va quand même de la situation de ce garçon de 13 ans, de dire de pas le laisser comme ça sans soutien, puisque vous sentez que cette famille est assez isolée, finalement que ce garçon est assez isolé, en dehors de sa grand-mère, et puis quand vous lui proposez votre aide, là, il n'y a plus personne. Alors en même temps, est-ce que c'est parce que elle a peur que ça aille trop loin, ou est-ce que c'est lié aussi à ses problèmes neurologiques? C'est possible aussi, vous voyez, parce que finalement, vous voyez, elle vous dit qu'elle sort faire ses courses, et puis après, une fois dehors, elle oublie qu'elle allait faire ses courses, donc elle peut très bien aussi avoir oublié que ce jour-là, elle vous avait donné rendez-vous. C'est vrai, mais d'une part, quand je lui ai donné le rendez-vous, comme j'avais quand même un peu mesuré que ça allait être un peu compliqué, je lui ai répété plusieurs fois, je lui ai dit, je vais vous renvoyer par SMS le rendez-vous qu'on s'est fixé. Comme ça, si à un moment vous vous dites, tiens, est-ce que je devais pas voir la maman vous pouvez retrouver les informations. Et par ailleurs, après m'être retrouvée devant sa porte fermée, je l'ai rappelé. J'ai laissé sur son répondeur un message en lui disant voilà, vous avez sans doute oublié, c'est pas grave, mais rappelez-moi. Et dans les jours qui ont suivi, elle n'a plus pris mes appels. Donc je pense quand même que à ce moment-là, il y a plus eu sans doute une crainte de ce qu'elle m'avait confié. Parce que ceci dit, c'est clair qu'on sent qu'elle est très angoissée et qu'elle a besoin de parler. Alors moi, je veux bien être là pour l'entendre, l'écouter. D'abord pas à 2h du matin. Et bien puis sûr. Ce que je lui ai dit plusieurs fois, c'est que vraiment elle pouvait me parler, mais moi je voulais que les choses avancent en même temps qu'on se parle. Oui, je comprends, parce que vous... Oui, je comprends, pardon, je vous interromps. Vu la situation, moi je ne voulais pas être juste là pour que de temps en temps, quand elle est un peu submergée par ses angoisses, elle m'appelle pour un peu vider son sac, et puis que ça n'avance pas. Alors, je comprends. Mais alors c'est vrai que il faut voir un peu ce qu'il en est. Alors en même temps, il y a un père, semble-t-il. Il voit son père, ce garçon. Oui. Pourquoi le père, lui aussi, n'intervient pas? Enfin, c'est un peu ce qu'il faudrait voir dans ce contexte. Et c'est là où je pense que quand même l'école pourrait aussi être une voie.
Oui. Malgré tout. Mais parler avec le garçon, je pense, serait une bonne chose. Alors, c'est vrai que je reçois un message de Doudou qui dit, s'il n'est pas du tout au courant du problème de sa grand-mère, il risque de s'affoler. Non. C'est vrai que peut-être parler d'hospitalisation, c'est beaucoup. Parce que il se peut que cette dame ça ne lui ait rien dit du tout à son petit-fils. Donc, il faudrait trouver un biais pour dire, bon, j'ai parlé avec ta grand-mère qui m'a dit qu'actuellement, elle perdait un peu la mémoire. Tu l'as remarqué ? Oui, ça serait peut-être plutôt une façon de lui dire comme ça et de dire, elle envisage de voir un médecin. Et puis peut-être que là, vous allez vous rendre compte qu'il ne sait rien du tout. Enfin, ou alors qu'il a remarqué. Il ne peut pas ne pas avoir remarqué qu'elle perd la mémoire, mais qui ne sait pas du tout qu'elle envisage de se faire hospitaliser. Donc, c'est pas la peine de lui en parler parce que c'est vrai que ça peut l'affoler. Il va rentrer chez sa grand-mère en disant tu veux aller à l'hôpital. Enfin, vous voyez, et là, la grand-mère risque de beaucoup vous en vouloir. Et ça risque de rompre tout contact avec cette famille. Ce qui serait dommage, même pour ce garçon. C'est-à-dire, vous voyez, si imaginons qu'elle lui dise, tu les vois plus, tu vois plus ton copain. Je t'interdis d'aller le voir. Ça serait dommage, qu'il a bon. Donc, il vaudrait peut-être mieux, vous voyez avec lui un peu ce qu'il en est, ce qu'il sait finalement, ce qu'on lui a dit ou pas, et peut-être qu'il va du coup se sentir plus en confiance et vous parler, vous dire certaines choses. Peut-être après. Vous allez voir, parce que je pense que l'école, moi, étant quand même un lieu où j'allais vous demander s'il n'y a pas dans l'école une assistante sociale, une psychologue. Elles sont tenues, ce sont des professionnels qui sont tenus au secret, qui peuvent tout à fait vous entendre en disant, voilà, dans quelle situation je me trouve, ce jeune garçon est l'ami de mon fils. J'ai recueilli les confidences de sa grand-mère. Je suis assez inquiète parce que voilà, je suis impliquée dans cette situation. Ils peuvent tout à fait, après, c'est à eux de voir se réunir et trouver un biais, un moyen pour recevoir la grand-mère sous un prétexte ou pour un autre, et voir un peu ce qu'il en est, faire le point. Vous voyez, sans vous mettre en cause en disant telle maman nous a dit que voilà ce qu'il en était. Ils sont pas idiots. Mais si vous voulez, l'école peut très bien, pour n'importe quel motif, trouver une raison d'avoir un entretien avec des parents, prendre contact, dire voilà, on a besoin de faire le point, on souhaiterait faire le point par rapport à votre petit-fils. D'autant qu'il a des difficultés scolaires. Alors d'autant plus. Dire on aimerait vous voir au sujet de votre petit-fils. Et à ce moment-là, la grand-mère qui est angoissée peut parler de ses problèmes et ça simplifierait les choses. Finalement aussi. Mais c'est vrai, et vous, ça vous ferait un peu moins porter toute la responsabilité de l'histoire. Vous voyez ? Je trouve. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, moi, l'école, quand ça m'a traversé l'esprit, ça me mettait un peu mal à l'aise vis-à-vis de lui aussi. Mais en vous parlant, effectivement, je pense que la marche à suivre, c'est de lui parler à lui d'abord. Et puis dans un second temps à l'école, comme ça aussi, je ne le court-circuite pas. Je ne fais pas des choses derrière son dos. Et puis dans un milieu qu'est le sien. Voilà, et puis je trouve que vous n'avez pas à porter seul, à prendre en charge une situation qui est quand même compliquée. Et si vous voulez, après, vous ne savez pas très bien comment peut réagir la famille. Enfin, vous voyez, il ne faudrait pas que ça se retourne contre vous, parce que moi, je trouve ça formidable que vous réagissiez comme ça, mais c'est toujours compliqué. Et c'est bien que vous ayez l'appui de l'école. C'est quand même, ils peuvent être d'un soutien, et la grand-mère peut aussi trouver un endroit là pour parler, dire un petit peu ce qu'il en est, et même si au final, si elle doit être hospitalisée, que vous accueillez l'enfant, mais enfin qu'il y ait des relais, que vous soyez pas seul, qu'on ne dise pas supposons que ça se passe pas bien, qu'il y ait quelque chose, que ça se retourne pas contre vous. On va accueillir Corinne qui est avec nous au 39 21 et qui vous a écouté, qui voudrait aussi donner son avis. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bonsoir Toutes les deux. Donc je voulais en fait d'abord féliciter cette auditrice pour sa bienveillance à l'égard de ce jeune, car à l'heure actuelle, malheureusement, on passe souvent à côté des situations pour ne
se mêler de rien et je trouve que c'est très courageux ce qu'elle fait. Ensuite, mon avis, c'est quand même que ça m'a l'air assez complexe. Ouais. Vu qu'elle n'arrive pas à avoir beaucoup de renseignements, vu que vous essayez, mais qu'apparemment la grand-mère vous donne des renseignements avec parcimonie, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ces silences ou ces... Donc je pense effectivement que, vu que quand même les personnes qui voient le plus les enfants, ce sont les équipes d'enseignants, ils les ont au quotidien, donc je pense que c'est important que l'équipe soit informée de façon assez, on va dire, sans s'étaler ou quoi, mais en expliquant un petit peu quand même le souci, de façon à ce qu'ils mettent en place une vigilance particulière vis-à-vis de ce gamin. Ne pas passer à côté de certains comportements aussi qui, des fois, peuvent être reprochés au gamin, comme une absence, une inattention passagère, ou des fois des mouvements d'humeur qui, des fois, peuvent passer pour anodins et qui peuvent en même temps déceler quand on est vigilant parce qu'on est attiré sur un certain problème, on ne passe pas à côté d'un souci du gosse, quoi. Vous êtes dans l'enseignement, Corinne? Pas du tout, non, pas du bon, tout. J'ai non, cru. Non, j'ai un fils, et bon, j'adore les jeunes, donc j'ai vu pas mal de choses autour de moi, et c'est vrai que un enfant a quelquefois des façons de réagir qui fait que même une équipe d'enseignantes peut passer à côté d'un problème, quoi. Oui, bien sûr. Que, ne sachant pas les choses. Là, vous nous dites, Anne, que ce garçon a des difficultés scolaires. Enfin bon, on peut comprendre dans le contexte que ça soit compliqué pour lui quand même. Il doit avoir la tête pleine de soucis. Ce garçon. Donc peut-être que vous allez leur apporter des éléments leur permettant de mieux comprendre, et puis peut-être que de leur côté ils ont aussi quand même des éléments de leur côté, et on vous sent tellement pleine de délicatesse, de bienveillance vis-à-vis de cette famille. Vous voyez, il n'y a pas de jugement. C'est ce que vous dites quand vous dites bon, vous n'êtes pas du genre à dire chacun chez soi, et en même temps il y a parfois des personnes qui se mêlent, mais qui se mêlent où on sent que c'est pas de la bienveillance, quoi. C'est vraiment vouloir connaître la vie des gens. Voyez, c'est pas pour aider, mais c'est vraiment pour se mêler de la vie des autres. Et on sent bien que quand vous en parlez, il y a un réel désir d'aide. C'est ce que dit Sergio, qui dit bravo pour votre altruisme, une qualité qui se fait rare de nos jours. Et on le sent, ça. Donc l'équipe éducative, vous avez raison, Corinne, l'entendra. Tout à fait. Puis je pense vraiment que à la fois l'amitié qu'il existe entre votre propre fils et ce gamin qui est un petit peu un souci, et vous, la bienveillance d'un adulte qu'il doit ressentir, c'est fabuleux parce qu'en fait, vous lui tendez la main, il doit le sentir. Bon, alors moi, je suis d'avis quand même de ne pas lui parler franco parce qu'effectivement, avec des grands-parents comme ça, on ne sait pas trop ce qu'on lui a dit ou pas. Peut-être de la prendre une tierce personne, ça peut l'inquiéter encore au-delà s'il est déjà un petit peu angoissé. Mais toutefois... si ça peut déclencher quelque chose au niveau de l'équipe d'enseignants ou du collège et qu'on peut demander un petit peu à la mamie ce qui se passe, mais à ce moment-là, vous pourrez peut-être aller un petit peu plus loin vous aussi dans ce rôle de bienveillance et d'accompagnement. Finalement, en avançant, c'est vrai, dans la discussion, si vous en parlez, vous en référez à l'école, ça veut dire que finalement, il est préférable, si vous en parlez à l'école, il est pour le moment inutile d'en parler à ce jeune garçon. Je pense. Parce que si vous lui en parlez à lui, évidemment, on peut penser qu'il va rentrer et en parler à sa grand-mère. Donc après, si la grand-mère est convoquée, enfin je veux dire, voyez, l'école demande à la rencontrer, elle va faire le lien. C'est pas la peine de créer des problèmes, même s'il y a beaucoup de bienveillance de votre part, mais au départ, elle peut se dire c'est parce que j'ai parlé, voyez, elle n'entendra pas forcément comme ça. Donc pour préserver cette amitié qui est importante entre ce garçon et votre fils, vous en parlez à l'école, vous dites voilà ce qu'il en est, et l'école, elle va faire ce qu'elle a aussi à faire par rapport, voyez, à ce garçon. Oui, je pense exactement. Et préserver ce lien qu'il a avec votre fils et avec vous, et puis vous verrez, la relation peut évoluer, la grand-mère continue à vous voir, et après tout, peut-être qu'effectivement, si elle doit être hospitalisée, ce garçon viendra chez vous, comme vous l'avez proposé. Ça, moi, franchement, c'est avec plaisir. C'est vraiment le genre de choses qui me dérange pas du tout, et voilà. Je pense que, par rapport au message que vous avez eu sur ma position, je trouve
trouve que c'est normal et que... Oh, bah, normal. Non, c'est pas normal. Tout le monde n'agirait pas comme vous. Non. Normal, pourtant, la vie serait quand même un peu plus... plus légère si on avait ce... C'est vrai, plus douce en tout cas. Oui, plus douce. C'est vrai. Oui. C'est vrai. On mesure de près ce qu'à l'échelon individuel, avec une simple main tendue, un sourire et simplement écouter son cœur, on peut arriver à faire, mais malheureusement, c'est pas si fréquent que ça. Et vraiment, c'est digne de vous féliciter parce que on sent vraiment que c'est sans intérêt, que ça part du cœur, c'est totalement... Et c'est vraiment très très beau, moi je trouve. Ça fait chaud au cœur, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont des petits soucis ou quoi, qui aimeraient bien trouver quelqu'un comme vous sur leur route. C'est vrai, c'est très juste. C'est gentil. Bon, écoutez, on espère que donc ça va s'arranger pour ce garçon. Mais moi, je pense qu'effectivement, demander quand même, aller en parler à l'école, parce que toute seule, c'est quand même un peu lourd de porter tout ça. Bah oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ok, mais merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous, Anne, de votre confiance. Et merci également, Corinne, de votre réaction. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. NJ envoie un petit SMS au 7 39 21 qui dit peut-être aussi ouvrir une porte à ce jeune garçon pour qu'il puisse parler du mari de sa grand-mère. Oui, ça serait important aussi puisque la grand-mère disait que cet homme était toujours après lui et on ne savait pas très bien ce qu'elle voulait dire par là, donc ça serait important aussi qu'Anne en parle à l'équipe éducative pour dire qu'est-ce qui se passe avec cet homme qui n'est pas, précisons-le, son grand-père. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, moi, comme j'expliquais à Julie, je voudrais avoir des témoignages pour savoir si d'autres personnes comme moi ont été manipulées, dirons-nous. Je pense que... Je vous entends pas très bien, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu loin. Non, je suis pas très loin, mais je veux pas qu'on m'entende, donc... Ah oui, mais c'est compliqué parce que à la radio, il faudrait quand même qu'on vous entende un petit peu. Est-ce que là, ça va mieux? Oui, mais vous voulez pas qu'on vous entende là où vous parlez, dans la maison? C'est ça. Oui. Bon, on va faire avec, hein. Ce que je disais à Julie, c'est que en fait, j'ai 59 ans, mon mari 83. Oui. Mon mari est atteint d'une maladie neurodégénérative. Oui. Et à la suite d'examens que mon mari a dû subir, j'ai rencontré un monsieur qui s'est avéré très très gentil, qui voulait parler de voyage parce que nous avons voyagé beaucoup. Oui. Et puis, par le biais comme ça, il m'a laissé son numéro de portable. J'ai eu la stupidité de joindre ce monsieur. Et puis, d'une chose allant, nous nous sommes rencontrés, rien ne s'est passé, sauf que, ce monsieur, par les belles paroles qu'il avait, il a su, je pense, me manipuler, parce que depuis le mois d'octobre, il me disait qu'il avait des dettes, etc., etc. Donc, j'ai retiré de l'argent sur mon compte, puis encore, et pour atteindre la somme de 11 000 € à l'heure actuelle. Ah oui, en effet, oui. Voilà. Et moi, évidemment, j'ai cru en ces belles paroles. Oui, c'était quoi que vous disait-il? Il me disait il me trouvait charmante, que j'étais gentille, que c'était humain ce que je faisais, de m'occuper de mon époux, parce que j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de lui, hein.
Et bon, ben voilà, toutes sortes de choses comme ça, et puis que il attendrait le temps qu'il faut, etc., etc. Bon, et moi je l'ai cru, comme une gourde que je suis, j'ai l'impression, je l'ai cru. Et puis maintenant, ben évidemment rien ne se passe. Moi je pensais à un amour, naissant. Et puis, ben, rien ne se passe, sauf que, ben, voilà, je suis débitée de 11 000 euros et que je n'arrive pas à m'en sortir. Je veux dire, je voudrais couper les ponts, mais je n'y arrive pas. Je téléphone chaque soir. Et ben, pensant que, bon... il y aurait quelque chose, mais en fait de compte, ce soir, je me suis aperçue que bon, pour question d'amour, il n'est pas question que quoi que ce soit, parce que pour lui, l'amour, c'est un grand mot qui ne veut rien dire du tout. Bon. C'est ce qu'il vous dit actuellement ? Oui. D'accord, donc il change son discours là. Il est en train de changer son discours. Voilà. D'accord. C'est peut-être ce qui va vous aider, vous, à vous sortir de cette relation. Comment ça vous me dites qu'il y a eu beaucoup de belles paroles, c'est-à-dire que il vous a beaucoup, il a su vous parler, vous dire des mots. Alors peut-être si ce n'est des mots, est-ce qu'il vous a dit des mots d'amour ou est-ce qu'il a su vous dire que vous étiez ravissante, que vous étiez enfin des paroles qui vous faisaient du bien, qui vous ont redonné confiance en vous? Ça oui, effectivement, ça m'a redonné confiance en moi, effectivement. Est-ce qu'il vous parlait d'amour réellement? Est-ce qu'il vous disait que est-ce que parce que vous êtes tombée amoureuse du coup de cet homme. Est-ce que lui c'était parce que vous voyez il vous disait que vous étiez belle, que donc ça vous a fait du bien évidemment, donc ça vous a permis de reprendre confiance en vous. Lui, est-ce qu'il vous parlait d'amour en tant que tel? Pas réellement, non. Les mots en fait c'était écrit par SMS. Voilà. Mais sinon... Oui, peu importe, il peut le dire par SMS, il peut l'écrire. Oui. Si il me disait comme ce soir, ça me fait du bien de t'entendre, voilà, ça me réchauffe le cœur, etc. etc. Il vous disait ce que vous aviez envie d'entendre, parce que vous, ça vous fait du bien de l'entendre, et ça vous réchauffe le cœur. Oui. C'est-à-dire que c'est là qu'est la manipulation. Oui. Vous, ça vous fait vivre, ça vous fait vibrer. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez trouvé le mot juste, oui. C'est ça, là où vous étiez certainement dans une existence difficile avec votre mari qui, est beaucoup plus âgé que vous et malheureusement en mauvaise santé. Puisque c'est compliqué, puisqu'il a une maladie neurodégénérative. C'est une maladie dégénérative ? Bon. Donc, lui se sert de votre détresse, finalement, affective, de votre souffrance pour vous manipuler et pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc il y a réellement de la manipulation là. Oui. Et c'est compliqué d'en sortir parce qu'on voit bien que pour vous voilà, c'est-à-dire que vous êtes allé très loin, c'est-à-dire qu'à lui donner de l'argent tout en pour entendre finalement, il vous disait qu'il avait des dettes, que vous étiez prête à tout pour cet homme, en espérant qu'il vous donne lui de cet amour. Oui, c'est ça. C'est ça. Lui défend ses intérêts.
Oui. Mais déjà, vous êtes. Je trouve qu'il y a comment dire. Il y a une partie de vous. Vous êtes quand même sur la bonne voie, je trouve, Françoise, parce que même si vous avez du mal, me dites-vous, à renoncer à cette relation, vous parlez de manipulation et vous dites que au fond que ces paroles, vous dites c'est un beau parleur. Vous prononcez le mot manipulation. Oui. C'est déjà, vous n'êtes pas dans le déni de la réalité. Vous voyez, vous pourriez me dire, mais que au fond cet homme, oui, c'est vrai, vous lui avez donné beaucoup d'argent, mais que vous n'avez pas encore véritablement démarré de relation d'amour, mais que néanmoins il vous aime, et c'est que pour le moment il est très malheureux parce qu'avec ses problèmes d'argent, ça lui complique la vie. Vous pourriez vous voiler la face. C'est pas le cas. Vous intégrez que il vous a manipulé. Donc vous êtes déjà en train de vous sortir quand même de cette histoire, même si vous en êtes malheureuse. Vous en souffrez, que vous avez besoin encore de l'appeler, de l'entendre. Mais vous admettez que vous avez été dupée. Ce qui est toujours très difficile, parce que déjà, sur le plan narcissique, sur le plan, sur le plan de l'amour-propre, c'est très compliqué de se dire qu'on s'est fait avoir, en gros. On n'aime pas le reconnaître. Non. Personne n'aime reconnaître. Qui aime reconnaître ça, qu'on s'est fait avoir? Non, personne. Non. Et surtout comme ça sur le plan affectif, qu'en soit on est tombé amoureux, qu'on a été dans la sincérité, dans l'abandon, et qu'on a eu en face de soi quelqu'un qui, lui, s'est joué de nous et de nos sentiments. C'est toujours extrêmement douloureux. Donc on préfère s'arranger de la réalité et dire non, mais certainement lui ou elle aussi était amoureux mais n'a pas pu. Vous voyez, on préfère un peu travestir la réalité. Donc je trouve que en commençant avec ces mots, en disant je voudrais parler, j'aimerais avoir des réactions de personnes qui ont été manipulées, c'est prendre conscience du problème, et je trouve ça positif parce que ça veut dire que vous allez vous en sortir. Brigitte demande d'ailleurs par SMS en disant, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il vous manipulait? Il y a déjà quelque temps. Il y a déjà quelque temps parce que, en fait, il ne gagne pas beaucoup d'argent. J'ai vu sa fiche de paye, effectivement. Mais je m'en suis rendu compte parce que il me parlait que parfois il allait chez des vieilles dames. J'emploie le mot vieille dame exprès parce que c'est la vérité, et ça je pense pas qu'il me mente. Non, je crois pas, parce que il n'avait pas les moyens de se payer à manger, etc. Donc il fallait qu'il se nourrisse. Et à un moment donné, par SMS, je lui ai fait remarquer que maintenant, il y avait une fin et que je ne pouvais plus assumer, que ce n'était plus possible. Que malgré tout, je suis quand même dépendante de mon mari. Je suis en congé de longue durée. Donc, parce que il faut bien que je le soigne, je ne peux pas le laisser comme ça. Voilà. Et là, je me suis rendu compte que, évidemment, il y a moi qui suis plus jeune, d'accord, ok, mais il y a d'autres personnes qui sont là, qui l'aident, qui l'ont aidé, soit acheter un téléviseur, soit des tas de choses. Voilà. Oui, mais parlons clair, parlons vrai, c'est un escroc. Il n'en est pas, voyez, c'est pas sa première fois. Non. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait, ça, contre les escrocs? À un moment, on porte plainte contre eux. Cet homme pourrait être poursuivi pénalement.
Vous pourriez, c'est ce que dit d'ailleurs Florence qui envoie un mail, c'est un manipulateur escroc, vous pourriez porter plainte pour abus de confiance. Elle dit « Je fréquente des prisons, j'entends souvent parler de situations comme celle-ci. Toutes mes amitiés à Françoise et aux auditeurs », dit Florence. Parce que vous voyez, c'est pas la première fois, il récidive. Enfin, de toute façon, ça serait la première fois que vous pourriez quand même porter plainte. Ce que dit Sergio, d'ailleurs, qui dit vous lui avez donné ou prêté cet argent, exigez qu'il vous le rende. Et en plus, comment rentre-t-il chez ces vieilles dames ? Par quel biais ? Est-ce que c'est dans le cadre de sa profession ? Enfin, je veux dire, tout ça, c'est grave. Et à un moment, il faut arrêter que cet individu, il faut faire en sorte que cet individu ne nuise plus. C'est vrai que... Parce que c'est un préjudice, c'est pas seulement moral, là. Oui. Oui, mais comment porter plainte quand il n'y a pas de traces ? Vous savez pourquoi, au-delà de ça, c'est que il n'y a pas de traces, mais on retrouvera. Attendez, vous lui donniez en espèces ? Oui. Oui, mais il allait les déposer sur un compte. Ou vous pensez que il dépose. Vous pensez que oui, c'est ça. Vous lui donniez en espèces. D'accord. Oui, oui, mais il y a peut-être eu. Vous pensez que les dames, c'est lui qui vous en parlait, lui donnait aussi en espèces ? Oui. Il y a une enquête, il y aurait une enquête, il serait convoqué. Après tout, c'est votre parole contre la sienne. Hein. Vous savez ce qui empêche dans ces histoires-là de porter plainte, c'est la culpabilité. C'est que vous y avez mis du sentiment. Donc, c'est là où c'est compliqué. Parce que vous vous dites, mais au fond, moi, vous voyez, c'est là où c'est compliqué parce que c'est une histoire de sentiment. Donc vous vous dites, je me suis fait avoir, et en plus je vais aller porter plainte, donc on n'aime pas étaler ça sur la place publique. Mais dans les faits, c'est pour ça que en fait les victimes se taisent et ne parlent pas. Et donc ces escrocs continuent à agir et à nuire et à faire d'autres victimes. Et à un moment, il faut les stopper dans leur course. Parce que les victimes ne parlent pas parce qu'elles se sentent coupables. Oui. C'est le cas parce que étant mariée, je me suis dit je me dis que je n'avais pas le droit d'avoir des sentiments vis-à-vis de quelqu'un, donc je me sens coupable. Voilà. Mais attendez, mais vous entendez ce que vous êtes en train de dire ? Je n'avais pas le droit d'avoir des sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Ben non. Mais Françoise. Ça se pose pas comme ça, les sentiments, c'est pas en termes de droit. La loi, en revanche, dit qu'on n'a pas le droit d'escroquer les gens en jouant avec leurs sentiments. Ça, oui. Mais en revanche, être amoureux, tomber amoureux de quelqu'un, la loi ne le punit pas. Non, bien sûr que non. Mais si vous voulez... Ne vous trompez pas de... Ne vous trompez pas de coupable. C'est pas vous qui êtes coupable. En quelque sorte, si, parce que c'est comme si j'avais trompé. C'est comme si j'avais trompé mon mari quelque part. Voilà. Mais même ça, écoutez, je veux dire, quand bien même, d'abord, vous dites que la relation est restée platonique, et quand bien même elle ne serait pas restée platonique. En France, vous seriez pas vous seriez pas devant un tribunal pour infidélité. En France, on n'est pas devant un tribunal pour adultère. Non. D'accord ? En revanche, pour escroquerie, oui. Donc, vous voyez, c'est votre culpabilité qui vous empêche, parce que c'est ce que Brigitte dit, envoie un petit SMS en disant c'est tellement violent de penser avoir été aimé et de comprendre qu'on a été utilisé. Oui, c'est ça. Alors, il y a Angie qui dit, est-ce qu'il vous a demandé de l'argent par SMS ? SMS, non. Enfin, c'est-à-dire parfois, est-ce qu'il a fait des allusions ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de traces ? Vous voyez, parce que vous parliez de preuves. Est-ce que vous n'avez pas gardé certaines choses comme ça ? Parce que ça aurait pu être une preuve. Non. Non, il sait ce qu'il fait, oui, il est prudent. Oui, d'ailleurs, il demande en espèces. Mais bon, il y a quelqu'un qui dit, vous pouvez toujours aller à la gendarmerie ou à la police, exprimer vos doutes, et une enquête sera menée auprès des victimes. S'il n'y a pas de suite, tout s'arrêtera là. Mais au moins, vous aurez fait quelque chose.
Il y a une enquête qui est menée. S'ils n'arrivent pas, s'ils n'ont pas suffisamment de preuves, c'est clos. Voilà, il n'y a pas de suite. Mais peut-être que parmi, si vous voulez, l'enquête, peut-être qu'à un moment, il aura fait un faux pas. Peut-être qu'il aura demandé un chèque. Peut-être qu'il aura demandé, vous voyez, il y aura peut-être quelque chose où il aura commis une imprudence. Oui. C'est vous. C'est pas. C'est pas pour le moment. C'est pas vous qui. Encore une fois, c'est pas vous qui êtes responsable. Vous avez été utilisé dans cette histoire. Et c'est vrai que c'est violent. Oui, c'est violent, effectivement. Parce que au début on croit les belles paroles. C'est vrai que la façon dont il me parlait, j'avais l'impression d'être une ado, vous savez. Les ados, ils croient tout ce qu'on leur dit. Moi, j'étais revenue ado quelque part. Et puis d'un seul coup, comprendre que en fait, les quelques rendez-vous que l'on a eus, c'était vraiment très très chaste. Oui. Et donc voilà. Et puis t'as pas, tu peux pas les retirer un peu, etc. sur ton compte. Tu comprends, je suis dans la noise. Alors qu'est-ce qu'on fait? On y va. Et puis voilà. Et puis c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis on est arrivé avec ces 11 000 euros. Oui. Et je sais très bien que je les reverrai pas. Ça c'est sûr et certain. En plus maintenant, il est venu habiter en face de chez moi. Ah bon? Pour tout arranger. Il y avait un logement de libre chez une propriétaire en face. Ça va pas du tout, ça. Et non. Donc il est, il est en face de chez vous, oui, ça. Oui, maintenant il est en face. Mais alors attendez, lui, quand vous l'appelez maintenant, il est fuyant, il est dans l'évitement, il est comment puisque là. Souvent son portable est fermé. D'accord. Hein. Et puis sinon, je peux l'appeler. Quand je peux l'appeler, je lui parle un petit moment. Et puis il est pressé de raccrocher, quoi, en fait. Oui. Voilà. Parce que là, vous lui avez dit que vous ne lui donnerez plus d'argent. Voilà, exactement. D'accord. D'accord. Ça explique aussi maintenant qu'il a compris que vous ne lui donnerez plus d'argent, donc vous ne l'intéressez plus. Voilà, c'est ça, oui. 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 C'est-à-dire que finalement, il ne peut plus obtenir. Lui, il fonctionne, c'est ça, le manipulateur. Il utilise l'autre pour que l'autre serve ses intérêts. À partir du moment où, et c'est là où vous sortez de la relation, c'est-à-dire que vous comprenez que cet homme vous utilise, donc vous ne rentrez plus dans son jeu et vous dites stop, vous coupez les vivres là. Donc lui, il arrête de vous servir le discours que vous aviez besoin d'entendre. Donc maintenant, il va se chercher une autre proie, une autre victime. Mais en revanche, ce qui est très pénible pour vous, c'est de l'avoir en face de vous, parce que vous arrêtez de lui donner de l'argent, mais ça serait évidemment plus simple si vous ne le voyiez plus, si vous le sortiez de votre vie et de votre vue. Voilà, là c'est pas le cas. C'est pas le cas, puisque... C'est là où peut-être, voyez, le fait de pouvoir porter plainte, ça ferait qu'il quitterait la région, il y aurait... Mais c'est par rapport à votre mari que c'est compliqué? Vous avez peur que votre mari, ça revienne aux oreilles de votre mari? Exactement. Et comme il est malade... Oui, mais si vous voulez, la police serait quand même suffisamment, surtout compte tenu de l'histoire, intelligente pour ne pas venir dire à votre mari. À ce moment-là, elle pourrait dire que c'est parce que vous êtes tombée amoureuse de ce monsieur que vous donniez de l'argent. Vous voyez, pour protéger votre mari. Comprenant ce qui s'est passé... Parce qu'il faudrait qu'il déménage en face de chez vous, c'est pas supportable, quoi. Et s'il avait une plainte, vous voyez, peut-être que aussi à un moment,
Bon, il y a Corinne qui dit il faut l'empêcher de continuer à berner des gens, sinon il fera d'autres victimes. N'ayez pas honte de cette situation, vous êtes victime, amitié à vous. Orchidée qui dit l'essentiel est que vous vous rendiez compte de cette manipulation, ce n'est qu'une erreur de parcours, il est encore temps d'arrêter les dégâts, courage à vous. Et on va accueillir Marie qui est avec nous au 3921. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben oui, moi je suis dans la même situation. Parce que c'est très, très récent. Oui. Il y a à peu près 3 mois que je me suis rendu compte que je me faisais abuser, mais je suis exactement dans la même situation que cette dame. Oui. Et ce que vous lui disiez tout à l'heure, on manque de confiance en soi. Et ben il me demandait de l'argent à moi aussi, ce que j'ai accepté de faire. Et au bout d'un moment, moi par contre j'en ai parlé beaucoup à mes enfants. Au bout d'un certain temps, hein, pas tout de suite. Oui. Et j'ai contacté une association. Mais ça s'est pas fait tout de suite. Il a fallu, je me mettais un petit peu je voyais pas clair, disons. C'est difficile. Quelle association avez-vous contacté qui vous a aidé ? C'est une association qui s'appelle... Enfin, je ne vais pas vous dire le nom parce que Mais si, ça serait important parce qu'une association, ça peut se donner. Comment ? Pardon ? Une association, au contraire, ça peut aider d'autres personnes. C'est une association qui aide les victimes d'escroquerie ? Exactement, c'est ça. Oui. C'est tout à fait ça. Ça peut aider d'autres personnes, au contraire. Marqué d'ailleurs sur cette feuille, c'est marqué vous êtes victime d'une infraction pénale. Mais je pense, disons que j'ai contacté une juriste, j'ai eu un rendez-vous avec une juriste et avec une psychologue. D'accord. Et là, vous avez trouvé un soutien, ils vous ont aidé, savoir comment... Tout à fait. D'accord. Beaucoup aidé parce que c'est pas du tout évident à accepter parce qu'on se sent coupable. Je me suis sentie très coupable. Oui. Justement, ça serait important de la donner, cette association, parce que ça peut aider d'autres personnes. Pourquoi vous voulez pas la donner ? Non, parce que disons que sur l'antenne, je ne savais pas si on pouvait... Des associations, si, bien sûr, oui. Au contraire, si ça peut aider des personnes victimes d'escroquerie, oui, bien sûr que vous pouvez la donner. C'est parce que je suis dans une ville, je suis dans une grande ville, bien sûr. Je peux vous donner le nom. Hein, oui, allez-y. Ça s'appelle l'Adavi. Adavi, ça s'écrit... Enfin, Adavi. Oui. 44. Et donc, il y en a dans toutes les structures. Il y a un numéro de téléphone, il y a quelque chose ? Il y a un numéro de téléphone, oui. Vous nous le faites venir de loin, hein. C'est quoi le numéro ? Vous voulez que je donne le numéro ? Il y a un site, il y a quelque chose ? Non, je pense pas qu'il y ait un site, mais il y a un numéro de téléphone que je peux vous donner, bien sûr. Le numéro, on les donne hors antenne et on vérifiera, je le donnerai tout à l'heure. Parce que les numéros, voilà, si jamais il y a un souci, parfois vous nous le donnerez hors antenne, on vérifie toujours et après je le redonne à l'antenne. Parce que voilà, on préfère vérifier parce qu'une fois il y avait eu un souci. Donc vous le donnerez hors antenne et moi je le redonnerai tout à l'heure après le journal de minuit. Donc déjà, on vous le donnera. On vous le donnera, Françoise, parce que ça peut être utile d'être. C'est le bureau de police qui m'a conseillé cette association. Bon, alors d'autant plus. Et puis il y a Carole qui dit par rapport aux preuves, vous dites s'il n'y a pas de preuves, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a Carole qui dit on peut faire une enquête sur son niveau de vie au regard de ses ressources. Ah oui. Voilà, aussi. Merci beaucoup Marie parce que c'est important voilà et puis bon courage pour vous pour la suite. Il en faut beaucoup parce que je lui conseille à cette dame de le laisser, il n'y a pas de souci hein. Il faut absolument le laisser parce que de toute façon il continue hein, Bien sûr. Bien sûr, oui, ça il faut plus de contact avec lui. Il faut le laisser. Il faut plus de contact avec lui. Vous avez raison. Merci beaucoup Marie. Merci. Bonsoir Aurore. Oui, bonsoir. Caroline. Donc oui, moi je voulais intervenir auprès de Françoise parce que je suis toujours... pardon, il paraît qu'il y a une petite pub à faire, donc je suis désolée, on va vous retrouver après le journal de minuit. À tout de suite, ne raccrochez pas. Tout de suite.
poursuit sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21 et vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez en envoyant vos SMS au 7 39 21 et en les commençant par le mot nuit, ou également nous écrire par internet sur le site europe1.fr. Alors nous sommes en ligne avec Françoise. Françoise, donc vous êtes fait manipuler par un homme qui vous a parlé d'amour, vous a fait croire, vous a fait espérer une histoire d'amour. Vous êtes marié à un homme qui, vous avez 59 ans, votre mari en a 83, il souffre d'une maladie dégénérative et cet homme, finalement, vous avez espéré cette histoire d'amour, et bien vous disiez qu'il avait des problèmes de dette, et puis de fil en aiguille, en plusieurs fois, vous avez fini par lui donner en tout une somme de 11 000 euros. Et puis là, vous lui dites que vous ne pouvez plus lui donner d'argent, et depuis quelque temps, il se montre distant vis-à-vis de vos appels. Donc il y a Florence qui nous envoie un mail en disant que vous devriez faire une déposition, pas une main courante, et raconter exactement ce que cet homme a fait. Ce que Françoise éprouve après cette escroquerie sera pris en compte, les preuves seront trouvées. Cet homme fait sûrement un métier de son escroquerie, dit Florence. Violaine dit: il faut que cette dame note tous les retraits effectués à sa banque. Elle devrait lui demander une reconnaissance de dette, lui faisant croire que c'est la condition sine qua non pour qu'elle continue à lui prêter de l'argent. Si ça marche, elle se sentira plus forte. Bon courage à elle. Et puis Cédric dit: tout mon courage à cette dame, qu'elle ne perde pas son côté ado, mais qu'elle utilise son argent pour elle, ou alors qu'elle le piège pour qu'il n'abuse pas de vieille dame, parce que ça, c'est vraiment dégoûtant. Et alors il y a quelqu'un qui dit: il y a aussi l'association association Victimes Écoute Conseil, souvent présente dans les CHU. Et puis on va m'apporter le site internet de l'association dont a parlé Marie, mais auparavant on va retrouver Aurore. Donc Aurore, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir Françoise. Donc moi j'ai souhaité intervenir parce que je suis toujours très choquée des gens qui profitent un petit peu de la faiblesse des autres. Et donc je veux bien sûr témoigner mon soutien à Françoise, ça c'est la première chose, et lui dire que je comprends vraiment qu'elle puisse avoir peur, parce qu'aujourd'hui voilà, c'est ça qui l'empêche de porter plainte, parce qu'elle appelait pas ce soir pour qu'on lui dise qu'il fallait qu'elle porte plainte. Elle voulait savoir comment réussir à se détacher de cet homme, parce qu'elle était consciente qu'elle avait été abusée, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de l'appeler. Et de fil en aiguille, au fil de la conversation, la question ne se pose même plus, la solution a été trouvée, elle va s'en détacher, puisque il faut qu'elle porte plainte, maintenant qu'elle a réalisé qu'elle a été escroquée. Donc je pense que ça fait quand même beaucoup de choses pour elle en si peu de temps. Ce que je me disais d'ailleurs, le fait qu'elle parle de manipulation, c'était déjà exactement une façon de dire qu'elle... reconnu, mais oui. Je pense qu'elle n'avait pas par contre envisagé de porter plainte. L'idée c'était de se dire comment comment ne plus l'appeler en fait. Maintenant, je pense que tout le monde effectivement a donné la bonne réponse. Il faut bien sûr qu'elle puisse porter plainte, et le fait d'engager cette procédure va l'aider à se sentir plus forte et à couper les ponts. Maintenant, comment réussir à porter plainte, parce qu'elle se sent coupable d'avoir eu des sentiments pour un homme qui n'est pas le sien, mais surtout, et là je pense qu'il y a ça aussi, c'est d'avoir utilisé de l'argent du couple commun, sans en avertir son mari bien sûr, et de l'avoir donné. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, je pense que comme bien sûr c'est resté platonique, je pense qu'elle arrivera à expliquer à son mari qu'elle a été abusée, parce que sa vie aujourd'hui est compliquée, son amour à elle, le sien et celui je pense qu'elle a vraiment au fond d'elle est difficile, parce que voir l'homme qu'on aime diminuer comme ça, c'est pas un désamour que de se sentir rassuré par quelqu'un qui lui est fort et bien. C'est important ce que vous dites. Voilà. Qu'il y a peut-être justement une voie dans cette possibilité d'en parler avec son mari. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve très juste. Pardonnez-moi de vous interrompre, Aurore. Justement, est-ce que pour faire réagir Françoise là-dessus,
Est-ce que ça vous paraît possible d'aborder ça avec votre mari finalement, de dire que vous avez été abusée par cet homme, parce que c'est finalement aujourd'hui ce qui vous bloque, de dire même dans le fait d'engager quoi que ce soit, c'est cette culpabilité, alors que comme le dit très justement Aurore, ça signifie pas du désamour forcément, ça signifie que votre relation elle est compliquée avec votre mari, on peut comprendre que vous ayez eu à un moment besoin de rêver, et votre mari lui-même peut peut-être le comprendre. Je sais pas, franchement, je sais pas. Parce que vous vous en voulez? Oui, ça c'est sûr, parce que en 25 ans de mariage, jamais il s'est passé quoi que ce soit. Oui. Et parce que moi je pense que vous vous trompez. En fait, avec le temps, vous êtes mis à aimer cet homme, mais au départ c'est de l'empathie que vous aviez pour lui. Parce qu'au lieu d'être juste la garde malade de votre mari avec cette vie de couple qui s'en allait, vous continuiez d'être dans l'aide à l'autre. C'est-à-dire que jamais lui vous a dit on s'aime, on est amoureux, on va filer le parfait amour, et vous avez sauté dedans en disant génial, quelqu'un va m'aimer. C'est pas ça, c'est je peux aussi aider l'autre, et puis vous ouvre une autre porte, et petit à petit vous avez un sentiment amoureux qui est arrivé là sans qu'il soit jamais consommé d'ailleurs, mais c'est le propre de la manipulation. Parce que lui, il dira, mais je n'ai jamais rien promis à cette femme, elle m'a juste aidé de bon cœur. Mais il a profité du fait que vous aviez besoin à ce moment-là d'une épaule. On n'est même pas dans quelque chose de charnel. Vous aviez besoin qu'on s'occupe de vous parce que voilà, vous étiez fatigué aussi. Et vous aviez peur de perdre votre mari et d'être seul. C'est aussi tout ça. Et vous, pour vous, c'est de l'amour. Mais c'est pas de l'amour, en fait, que vous aviez vis-à-vis de cet homme-là. C'est que c'était votre bouée de secours à ce moment-là. Donc vous le transformez en amour. Mais ce n'en est pas. Vous êtes amoureuse de votre mari, vous lui prouvez au quotidien, vous êtes dévouée à lui, vous aviez juste besoin de vous souffler un peu et de vous poser sur quelqu'un. Il l'a très bien compris parce que c'est quand même dans le centre de soins que vous l'avez rencontré. Donc il sait où trouver les gens fragiles. Et au départ, vous lui prêtiez de l'argent parce que vous dites, il n'y a pas que mon mari qui a besoin de moi, ce monsieur-là aussi, après tout, c'est que de l'argent, je peux en donner. Et puis petit à petit, vous êtes devenue dépendante de lui parce que, il se passait quelque chose à vous. Mais je crois que vous pouvez expliquer ça à votre mari parce que c'est pas de l'amour, c'est un moment de temps une bouée de sauvetage. Vous avez tout à fait raison. Et cet homme sait où trouver des gens fragiles et vulnérables dans un centre de soins. Il se présente en tant que soignant. Donc c'est d'autant plus urgent, important de l'arrêter dans son activité parce que c'est assez inadmissible, ignoble de profiter d'une activité de soignant, d'aidant pour escroquer les gens qui sont dans une situation de grande vulnérabilité. Tout à fait. Et donc moi c'est ce que je voulais dire à Françoise, il faut qu'elle enlève ce côté amoureux. Parce que là c'est pareil, vous parliez de preuves tout à l'heure, et les preuves de cet amour, ils ne sont que dans votre cœur à vous. Mais si vous analysez avec du recul, vous vous rendez compte que finalement, l'amour, le vrai, sincère, c'est celui que vous avez pour votre mari tous les jours au quotidien, et que là, c'était une petite bouffée d'oxygène, et rien de plus. Oui, je pense que votre mari pourrait le comprendre. Tout dépend effectivement comment c'est présenté. Et moi, je vais vous dire ce qui m'inquiète, justement, et c'est là où je pense qu'il faut que cet homme soit arrêté, c'est qu'il a vraiment un côté très pervers, évidemment dans le fait dans ses escroqueries, dans ce qu'il réalise, mais le fait qu'il vienne s'installer en face de chez vous, le côté locataire, il a vraiment là aucune morale. Aucune limite, j'ai envie de dire. Moi, je le ressens comme de la provocation. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais il y a un côté provocation. Et le fait que votre mari n'est pas au courant de cette situation, il peut faire pression sur vous. Je ne sais pas où il en est, mais il peut faire pression puisque il peut jouer là-dessus en me disant un jour, finalement, mais je peux tout balancer. Il peut dire qu'il peut tout balancer à votre mari. Vous voyez, jouer sur votre culpabilité. Alors que s'il y a quelqu'un, mais les pervers n'éprouvent pas la culpabilité. On le sait, Françoise, les pervers n'éprouvent pas de culpabilité. C'est vous qui en éprouvez. Alors que s'il y a quelqu'un, en fait, qui devrait se sentir coupable, c'est lui. Donc, il faut à tout prix retourner la situation parce que vous pourriez parler. L'escroc dans cette situation, c'est lui.
En aucun cas vous. Voyez ? Donc, je trouve que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il soit venu s'installer en face de chez vous. Il y a de la provocation dans cette situation. Des maisons à louer, j'imagine qu'il y en a ailleurs. Oui, moi je crois que c'est une façon effectivement pour de dire à Françoise, regarde, je suis en face. Oui. Et un jour ou l'autre, si tu payes plus, c'est presque du chantage. Moi je trouve. Je peux être amenée à venir. Et du coup, je pense que c'est ça. Alors que si en fait vous êtes au clair par rapport à votre mari, en disant, écoute chérie, vraiment je suis navrée, je sais pas comment te le dire, je me suis fait duper. Parce que voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans des difficultés financières, j'étais malheureuse pour lui. Voilà, je l'ai accompagné, j'ai eu de l'empathie. Parce que c'est pareil, vous jamais non plus, vous avez dit à cet homme-là, je suis amoureuse, je vais quitter mon mari, on va vivre une aventure tous les deux. Non. Donc voilà. Et il ne s'agit pas de dire ça à votre mari non plus, hein. Il ne s'agit pas de le blesser inutilement. Et non, et en plus, voilà. Et c'est pas vrai en plus. Et c'est pas, et c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous culpabilisez en disant mon Dieu, je l'ai aimé. Non, c'est mon Dieu, ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui je pouvais parler d'autre chose. C'est pas la même chose du tout, quoi. C'est complètement différent. Et moi, je crois qu'il faut renverser en disant voilà, votre mari, écoute, voilà, il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai prêté de l'argent à un homme parce que voilà, il était en grave difficulté. J'ai eu de l'empathie et vraiment, je m'en mords les doigts parce que je me rends compte qu'il me remboursera pas. Je voudrais me rapprocher d'une association pour porter plainte parce que je trouve que voilà, je me suis fait abuser. Qu'est-ce que tu en penses, quoi? Ça peut être la solution. Justement, vous parlez d'association, Aurore, et je vous propose, merci beaucoup pour votre intervention, parce que je trouve qu'elle fait beaucoup évoluer les choses. Merci infiniment d'avoir pris la peine de vous arrêter. Vous étiez en voiture, mais je trouve merci, parce que ça fait beaucoup avancer le débat. C'est très constructif. Voilà, donc moi je voulais vraiment souhaiter bon courage à Françoise, et surtout, qu'elle n'ait pas honte d'avoir voulu être généreuse et aider autrui. C'est tellement rare aujourd'hui. C'est tellement rare. Donc surtout, n'ayez pas honte d'aider les autres. Surtout pas. C'est honteux qu'il ait pu profiter de quelqu'un d'aussi généreux que vous. Oui, et surtout dans le cadre de sa pratique. Hein. Exactement. Mais, et c'est pour ça qu'il faut l'arrêter d'ailleurs. Voilà, et je vous souhaite un bel avenir avec votre mari. Et l'amour, il est là dans votre couple, il est là au quotidien de ce que vous vivez avec lui. Et vous pouvez faire confiance à votre mari, moi j'en suis persuadée. Parce que vous avez traversé des choses tellement plus dures que finalement c'est rien. Votre mari sait à quel point vous êtes généreuse, vous l'êtes pour lui. Vous l'êtes au quotidien. Il comprendra ça. Merci pour ces paroles pleines de réconfort et de bon sens. Merci beaucoup, Aurore. Voilà. Au revoir. Bonne soirée à vous et bonne soirée. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Huguette. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Oui. Alors, j'ai appelé pour signaler l'existence, effectivement, de cette association dont parlait une interlocutrice précédente, qui s'appelle donc l'ADAVIP, A-D-A-V-I-P. Textuellement, ça veut dire Association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Normalement, le numéro de téléphone et l'adresse de cette association doit être disponible dans les commissariats, voire même affiché. Ce n'est pas toujours le cas, je m'en suis rendu compte. Et donc, en principe, elle doit pouvoir s'adresser, Françoise, à cette association. Alors, chez nous, moi, je suis d'Indre-et-Loire et ça s'appelle ADAVIP 37. Je pense qu'en allant dans l'annuaire, ou peut-être même sur Internet, en mettant ADAVIP et le numéro de son département, elle devrait pouvoir trouver les coordonnées de cette association. Mais encore une fois, je répète qu'elles sont disponibles en principe dans les commissariats. Et en les demandant au commissariat, on doit avoir les coordonnées. D'accord. Merci beaucoup pour cette information, Huguette. Voilà, de rien. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Françoise, vous souhaitiez des réactions. Nous en avons eu beaucoup ce soir. Oui, mais écoutez, je remercie toutes ces personnes qui ont compris, qui m'ont compris. Et c'est vrai que j'y vois un peu plus clair. Bon, sachant que quand même, je me rendais compte de cette manipulation. Mais bon, c'est vrai que porter plainte, j'aurais pensé à porter plainte. Voilà, parce que vous vous sentiez trop coupable. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous vous sentiez trop coupable, il y a quelque chose, ça se fait par étapes. Déjà, je pense, vous êtes en train de vous distancier de la relation puisque vous vous rendez compte que cet homme vous a manipulé. Donc déjà, vous êtes en train d'en sortir. C'est vrai qu'il est important de ne plus appeler cet homme parce que vous vous rendez compte que cet homme vous fait du mal
Il est important, en revanche, je rejoins tout ce que vous disiez, Aurore, c'est-à-dire par rapport, je pense, ce que vous disiez dans la relation à votre mari. Cet homme est arrivé à un moment où vous étiez dans un moment de grande fragilité, de grande vulnérabilité, et où vous attendiez aussi du soutien et de l'aide de sa part. Et il en a abusé. Et ça, votre mari peut comprendre ça. C'est-à-dire que vous avez été aussi dans de l'empathie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé à votre mari, évidemment, il ne s'agit pas de parler de sentiments amoureux, mais je pense que Aurore a raison. C'est-à-dire là où vous avez parlé de sentiments amoureux, je pense que vous aviez besoin, vous aussi, d'une épaule. Oui. Puisque au quotidien, c'est vous qui prenez soin de votre mari, c'est vous qui vous en occupez, qui êtes là et qui... Et donc cet homme, lui, était là pour s'occuper de vous. Enfin, donc vous pouviez un peu vous relâcher, vous détendre, vous voyez. Et donc peut-être ce que vous avez pris pour de l'amour, ce qui n'en était pas. Et il en a abusé. Je pense que votre mari peut comprendre ça et à la limite, vous n'êtes pas obligé de tout dire parce que tout dire n'est pas nécessaire. Mais c'est une façon aussi que cet homme ne puisse pas en jouer et ne puisse pas encore en abuser, ne puisse pas exercer un chantage. Parce qu'encore une fois, moi, ça, compte tenu de son comportement, ça ne me plaît pas qu'il vienne habiter en face de chez vous. Je trouve qu'il y a de la provocation dans cette histoire. Et qu'il ne faut pas laisser ce rapport de force comme ça, qui puisse se croire le maître du jeu et rester dans ce sentiment d'impunité. Parce qu'il peut avoir un sentiment d'impunité. Vous êtes dans une très grande culpabilité, lui certainement n'en éprouve pas. Il ne serait pas venu en face de chez vous sinon. Hein? Écoutez, je remercie toutes les personnes qui ont témoigné, qui m'ont apporté leur soutien. Et puis je vous remercie aussi, Caroline, pour ces bonnes paroles. Hein. Bon, voilà. Prenez soin de vous. Merci. Et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant si vous le souhaitez. D'accord ? D'accord. Merci, Caroline. Au revoir, Françoise. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Alors pour la DAVIP, il y a aussi le site. Donc vous faites ADAVIP, ADAVIP, tout attaché. Le numéro du département dans lequel vous vous trouvez, tirez et... Oh, bon, alors, non, je dis oh parce que Fifi me parle dans le casque, il me dit point tiré, et puis tout ça pour me dire à David sur Google, alors n'importe quoi. Hein. Bon, je sais pas parce qu'il me met des points, des tirés, mais je sais pas à quel endroit. Bon, désolée pour l'info. Bon... Tout ça pour vous retrouver sur Google. Au revoir. Je suis désolée. Bon, on va essayer je vais vous le redire d'ici la fin de l'émission. Il y a Hélène qui a appelé le 3921 pour dire est-ce qu'on pouvait demander à Françoise quel était le métier de cet homme. Françoise ne voulait pas le dire, hein, vous l'aurez compris. Sinon, je lui aurais demandé, mais elle ne voulait pas dire le métier parce que Hélène disait si c'est un escroc il peut l'être aussi au sein de son travail. Oui, malheureusement c'était bien le cas, on le laissait entendre, et Hélène disait elle peut aussi prévenir le centre médical où elle l'a rencontré car c'est peut-être ici qu'il rencontre ses victimes, et malheureusement oui c'est le cas, donc c'est d'autant plus grave. C'est d'autant plus grave parce que c'est dans le cadre de son travail qu'il recrute, entre guillemets, ses proies. Alors, il y a Orchidée qui envoie un petit courriel pour dire on a tous des moments de faiblesse. Cela aurait pu arriver à beaucoup de personnes. Il n'y a pas de honte à avoir, que de la colère. On entend de toute façon, Françoise, que vous êtes une femme honnête et dévouée. Votre témoignage est très touchant et cela vaut vraiment le coup que vous réagissiez. Et d'autant plus que il va faire d'autres victimes. Sergio dit peut-être se rapprocher des autres victimes et ensemble aller voir la police, faire bloc. On va maintenant accueillir Sophie. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un peu intimidée, du coup, là, ça me fait bizarre. Ah oui, d'être à l'antenne. Tous les soirs. Oui, merci beaucoup.
Alors vous êtes en prépa Hippocagne. Oui. Félicitations, c'est dur la prépa. Ouais. Ça va, ça se passe bien, c'est pas. Jusqu'ici ça allait, mais en fait, donc je suis interne dans ma prépa et je suis en colocation avec une autre fille de ma classe. Depuis le début de l'année, on se connaissait pas du tout. D'accord. Et enfin, je vais essayer d'être claire. Depuis le début de l'année, je me suis elle avait l'air, fragile psychologiquement, si on veut, très sensible, quoi. Et du coup, pour plusieurs choses, elle a eu des réactions excessives pour des choses, moi, qui pouvaient me passer par-dessus la tête. C'est vrai que je dois être assez... je prends pas souvent les choses à cœur avant que ça devienne assez grave, quoi. Oui. Et du coup, c'est beaucoup de choses. Mais bon, j'ai des amis qui sont comme elle, donc j'essayais de gérer le truc et tout. C'était des histoires... ça me concernait pas jusque-là. Et là, depuis peut-être un mois, c'est des nouveaux trucs et... où là, en fait, c'est des histoires, pour être clair, des choses qu'elle considère qui sont de la tricherie dans la classe. Oui. Et donc, elle est dans une phase un peu de dénonciation auprès des profs. Et du coup, ça met une très mauvaise ambiance dans la classe, une très mauvaise ambiance dans notre chambre, à nous, toutes les deux. Donc, du coup, le dialogue est complètement rompu parce que... Donc, en fait, elle fait passer ça pour des histoires de valeurs, de... Mais moi, quand je regarde les choses, j'ai vraiment l'impression que le problème, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est plutôt... que c'est psychologique, le truc, c'est plus de l'égo, pas de l'égocentrisme. Déjà, elle a peur de pas passer, donc elle doit avoir l'impression que ça lui porte préjudice d'avoir des gens qui trichent, même si, après, le problème de la tricherie, personne n'est d'accord où commence la tricherie, moi, je trouve peut-être un ou deux trucs qui peuvent être graves, mais d'autres choses, c'est vraiment des choses qui me semblent anodines et auxquelles même au début de l'année, elle pouvait participer, je veux dire, passer à côté de quelqu'un qui prépare une colle et l'aider pour un ou deux trucs, et du coup, moi, ça me semble absolument pas... c'est presque normal de l'entraide, quoi. Et elle, maintenant, elle a l'air de dire que ça, c'est de la triche, que c'est inadmissible. Et... Oui. Je sais plus où j'en étais, mais tout ça pour dire que... Oui, c'est un peu le chevalier blanc, quoi. C'est elle qui... Elle va dire aux profs... Finalement, en gros, elle va dénoncer, voir les profs pour dire qu'ils trichent. C'est ça ? Elle doit se faire aimer, dites-moi, dans la classe. Justement, en fait, c'est un peu, elle a attaqué notre groupe. Parmi mes amis, des gens, elle exagère vraiment. Donc, par exemple, des gens qui peuvent être dans la chambre, elle les vire en criant. Une fois, c'est arrivé qu'elle ait viré des amis à moi parce qu'il y en a une qu'elle considère comme... elle dit que ces gens sont malsains, alors que pas du tout, que je côtoie des gens malsains, alors que je sais faire la part des choses, ils le sont pas du tout. Et elle, en fait, elle est allée voir d'autres gens. Nous, on garde ça pour nous, mais se voyant isolée, elle est allée voir d'autres gens et en se faisant vraiment passer pour la victime. Elle s'est isolée toute seule et maintenant elle est victimisée et d'autres gens, donc c'est surtout des cagneux, donc qui sont nos parents, qui la voient en exclue et en victime, alors qu'elle s'est totalement exclue toute seule. Elle veut plus adresser la parole à ces gens, ni aux gens qui leur adressent la parole. Elle s'est montée la tête. Mais elle fait en sorte de se faire rejeter et après elle se présente comme étant victime, mais étant donné le comportement. Alors évidemment, comme vous dites, personne ne peut dire que tricher est une bonne chose, puisqu'elle dit que c'est pour une question de valeur. Ce en quoi on pourrait, sur ce plan-là, la suivre. C'est-à-dire, on va pas dire que c'est comme voler, tricher. Bon, mais après, le problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle s'est mis en tête finalement d'aller comme ça un petit peu en justicière dénoncer un peu quelque chose auprès des professeurs et ce faisant se mettre beaucoup de personnes à dos. Mais là en plus j'ai l'impression, c'est mis nous à dos, mais d'autres gens qui n'ont du coup que son point de vue à elle et vers qui elle est allée se victimiser, qui en parle aux autres. Donc elle est allée voir les cagneux, donc un an de plus que nous. Chaque cagneux a parlé à ses 18, à ses hippocagneux, à ses filleuls, quoi. Et dans la classe, tout le monde commence à prendre parti, ça part dans tous les sens, on gère plus rien. Et j'ai l'impression que le problème est en train de prendre une grosse ampleur, ça va faire un gros clash dans la classe, alors qu'au fond, ça part d'un problème... j'ai l'impression que tout part d'elle, quoi. Et du coup, là... Comment réagissent les professeurs, d'ailleurs ? Nous, on ne sait pas trop. Elle est allée parler à des profs. On a droit à des petites réflexions.
de temps en temps sur la triche. Et je pense que demain, on va être en classe entière avec notre professeur titulaire. Je pense qu'il va y avoir un point de fait. Mais... Oui, parce que ça serait à eux, finalement, voir est-ce qu'ils en tiennent compte? Est-ce que c'est toujours délicat finalement? Est-ce qu'on encourage? Parce que évidemment, on va pas dire que tricher c'est bien, on ne peut pas encourager ça, mais en même temps aller dénoncer ces petits camarades qui trichent, est-ce que c'est une bonne chose aussi? Vous voyez, parce que voilà, quelles sont ses motivations? Pourquoi elle fait cela? Elle va pas bien, son motivation, que j'ai un problème par rapport à ça. Oui, depuis le début, en plus, je la soutiens à chaque fois qu'elle va pas bien, j'ai l'impression. Et là, je sais plus comment m'y prendre. Enfin, on se disait rien. Alors vous êtes, c'est votre colocataire. Vous êtes à deux dans la chambre. On est toutes les deux. Et depuis le début de l'année, mais en plus, il y a d'autres histoires où j'ai une autre amie qui a des problèmes avec ses parents, par exemple, qui a fugué entre guillemets, qui a passé une nuit hors de chez elle, et du coup, elle prend parti, elle s'énerve pour ça, elle s'énerve en ramenant à ses histoires à elle. Enfin, j'ai l'impression qu'elle hiérarchise les problèmes et les siens sont toujours plus importants que les autres. Oui, mais alors justement, moi, au contraire, j'allais vous dire que s'occuper des problèmes des autres, finalement de la vie des autres, de ce qui se fait, de ce qui est bien ou pas bien, c'est une façon aussi de ne pas prendre en considération sa vie à soi. Vous voyez, elle semble s'occuper beaucoup de ce qui ne va pas ailleurs, de ce qui... pour finalement peut-être ne pas s'occuper d'elle, ne pas s'occuper de ce qui ne va pas chez elle. Oui, non, mais ça, je pense que c'est ça. Mais le truc, c'est que je me vois mal si un jour on en arrive à être confronté dans la classe, dire que moi, je pense que c'est elle qui a besoin d'être prise en charge, d'être aidée, tout ça. Et je me vois mal dire ça. Et du coup, j'ai l'impression, on passe vraiment de passer vraiment pour la méchante dans l'histoire de celle qui l'a laissée s'isoler alors qu'elle s'est isolée toute seule, quoi. Moi, en fait, le dialogue est complètement... Mais quand vous êtes seule avec elle dans la chambre, c'est pas plus facile de lui parler, évidemment, que quand vous êtes en classe? Non, oui, en classe, on se parle pas. Enfin, en fait, avant... Non, mais dans la chambre. Ouais, dans la chambre, moi, depuis récemment, là, je dis plus rien. Parfois, elle s'énerve contre certaines choses quand il y a un élément déclencheur et j'ai tendance à la laisser parler parce que le dialogue est impossible. Donc je dis oui, d'accord, c'est ton avis, je suis pas d'accord, mais elle parle de quoi finalement dans ces cas-là, quand vous vous retrouvez toutes les deux, de quoi parle-t-elle? C'est surtout, j'ai l'impression qu'elle ramène tout à elle, que tout, elle a connu plus grave, que tout ça, c'est une conséquence sur elle, que, c'est comme ça. Et moi, du coup, j'ai tendance à dire... Elle parle d'elle quand même. Toujours, en fait, même si ça ne la concerne pas, j'ai l'impression que tout a une conséquence, en fait. Oui, elle se sent concernée. Donc, finalement, à travers c'est ce que vous ressentez bien, Sophie, c'est que à travers tous ces problèmes, toutes ces causes qu'elle veut défendre, où elle se fait un peu justicier, où c'est d'elle dont elle parle, mais indirectement. Et c'est ça qui pose question. C'est qu'il vaudrait mieux qu'elle arrive à en parler directement. Mais elle n'arrive pas à le faire, ça. Je crois qu'elle pourra pas, quoi. Elle déplace le problème. Elle est bloquée, j'ai l'impression qu'elle est tellement enfoncée dans tout ce qu'elle a créé que pour s'en sortir, elle préfère s'engouffrer dans ce qu'elle a créé plutôt que de revenir en arrière et de régler le problème, en fait. Et du coup, ça prend des proportions énormes, là, en ce moment. Surtout ce soir, en fait... je lui ai parlé, elle m'a demandé si je voulais parler. Moi, j'ai l'impression que le dialogue est bloqué avec elle. Je me dis, c'est bizarre, je l'imagine vraiment quand elle parle, répéter toute seule, ruminer, et ses arguments sont prêts. Mais visiblement, oui, elle va pas bien. C'est-à-dire, il y a quelqu'un d'ailleurs qui me dit, arrivé à ce niveau, cette jeune fille ne serait-elle pas en train de décompenser? Peut-être qu'il y a trop de pression. C'est vrai que c'est très dur. C'est pas fait pour tout le monde, les prépas comme ça. Il y a peut-être... Alors, justement, en dénonçant la triche, peut-être qu'elle se sent actuellement dépassée. Elle a l'impression, je sais pas, peut-être qu'elle est en perte de vitesse, et que c'est une façon
pour elle de dire moi j'y arrive plus, j'y arrive pas, j'y arrive plus, mais c'est aussi j'y arrive plus parce que les autres trichent. Alors que de toute façon, peut-être que de toute façon elle y arriverait plus quand même parce qu'elle va pas bien, parce qu'elle a peut-être trop de problèmes dans la tête, qu'elle arrive plus à se concentrer, et que c'est de ça dont il faudrait qu'elle parle. Ouais, mais je vois pas. Alors c'est compliqué parce que pour lui dire, parce que comme vous dites, actuellement elle n'entend plus rien, et puis en plus vous êtes juge et partie. Ouais, mais oui, c'est-à-dire que vous êtes dans la même classe, vous êtes, elle va pas l'entendre. J'ai le sentiment venant de vous. Non, c'est sûr. On l'entendrait plus peut-être d'une amie qui serait extérieure. Il n'y a pas quelqu'un, elle sort pas un peu quelqu'un. Les gens qui sont de son côté à qui elle a parlé, je me vois mal. Enfin, ouais, c'est vrai. Je pense qu'elle pourrait. Est-ce que vous pourriez pas parler vous avez aussi, vous dites les un référent, je sais pas comment vous les appelez. C'est un parrain, oui. Un parrain, voilà. Est-ce que vous pourriez pas en parler à votre parrain en donnant votre point de vue, justement, où vous l'accablez pas, on entend bien, vous l'accablez pas. Je suis pas du tout proche de ma marraine, du coup, je me vois mal à lui parler comme ça, mais de d'autres gens qui sont plus sérieux, je vous entends moins, Sophie. Oui, je pourrais aller parler à nos parrains, c'est vrai, mais en fait, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression maintenant d'en arriver à un stade où ça me bloque. Par exemple, j'ai un gros examen samedi et là, ce soir, j'étais incapable de travailler et j'ai l'impression de me dire que, j'aimerais vraiment changer de chambre et juste laisser tomber ce problème parce que là, ça commence à peser sur mon travail. Évidemment, ça pèse sur votre travail parce que vous êtes angoissée, mais alors, vous êtes moins proche parce que vous en avez moins besoin, vous, certainement, et puis après, c'est une question d'affinité, mais peut-être dire quand même, puisqu'elle est passée par les parrains, ça montre qu'elle cherche du soutien. C'est qu'elle va pas bien, elle cherche du soutien. Donc eux se parlent entre eux et dire allez voir là quelqu'un les plus anciens en disant moi je voulais quand même vous donner mon point de vue. J'ai l'impression que je partage sa chambre, j'ai l'impression ça reste entre nous, mais j'ai l'impression qu'elle va pas bien en ce moment. Mais ça, de toute façon, c'est évident. Même ils doivent s'en rendre compte de toute façon qu'elle va pas bien, mais essayer de peut-être qui désamorce quelque chose ou que se fassent un peu les relais, les médiateurs, pour comme vous voyez, je reçois un SMS en disant il n'y a pas une infirmière dans cette école, qu'il y ait un adulte un peu la référent. Où elle pourrait trouver un lieu pour parler, infirmière, psy, vous voyez, qu'elle puisse, et que ça soit moins vous qui le soir repreniez un peu tout ce qu'elle a sur le cœur et toute son angoisse finalement, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse derrière. Le soir, depuis 2 semaines, je pars tout le temps travailler ailleurs. Oui, vous pouvez pas travailler. Elle doit se sentir délaissée par moi aussi, parce que je pars tout le temps à l'enfant. Oui, mais vous ne pouvez pas, Sophie, en même temps, ça se comprend, vous n'avez pas non plus à culpabiliser de ça, parce que elle est en boucle, là. Elle est en boucle et elle ne vous entend pas, elle est certainement trop submergée par, vous dites, elle rumine, d'ailleurs vous avez employé le terme rumination, c'est-à-dire elle est trop submergée par son anxiété, et puis il y a de l'agressivité, c'est-à-dire qu'à la fois elle a besoin de parler, mais elle vous agresse aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez ? C'est humain. Si elle pourrait être, si elle était par exemple déprimée, un peu triste, peut-être que vous auriez plus envie de l'aider, de la soutenir, mais là, elle est quand même dans une démarche très revendicative. Elle est assez agressive. Oui, mais c'est ça. J'ai l'impression qu'elle fait passer sous ses valeurs, je ressens vraiment de la haine, de la vengeance. Oui, il y a beaucoup d'agressivité, en tout cas. Et surtout qu'elle met en danger mes amis dans la classe. J'ai pas envie. J'ai vraiment l'impression. Voilà, donc elle est très agressive. Il y a elle en veut beaucoup à des gens que vous appréciez. Ouais. Donc évidemment, vous vous sentez agressé. Et ça fait que vous vous mettez en retrait. Et dans un sens, vous allez ailleurs et vous mettez en retrait, ça se comprend. C'est une façon aussi d'éviter le conflit, parce que sinon vous êtes dans la même chambre, ça deviendra invivable. C'est déjà suffisamment compliqué pour vous. Vous avez votre année, il faut que vous travailliez, il faut que vous arriviez à vous concentrer. Vous n'êtes pas sa psychologue. Vous n'êtes pas sa psychologue, vous n'êtes pas. Donc c'est pour ça que
parler, si vous voulez, aux parrains ou autres. C'est une façon de dire, voyez, à un moment que quelqu'un puisse intervenir, fasse un peu le médiateur en disant, écoutez, ça devient, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est complètement envahissant. Et en disant, moi, concrètement, je suis avec elle, là, je ne peux pas continuer à travailler. Et peut-être que si ça n'évolue pas, il faudra demander à être dans une autre chambre. Parce que vous, ça va nuire à vos études. Hein. C'est vrai, mais je pense que je vais faire ça. Mais je sais parce qu'elle aussi, en même temps, elle se sent agressée. Et quand moi, je me sens agressée, mais elle aussi, quand on parle, mais bien sûr. Elle se sent agressée. Oui, mais parce qu'elle ne va pas bien. Donc vous pouvez pas, comme dit Cathy, laisser trop de place à l'intrusion non plus. Il faut quand même vous protéger dans cette situation. Donc, soit vous pouvez en parler avec les parrains, vous pouvez, si vous avez le sentiment que rien ne bouge de leur côté, vous pouvez aussi voir l'infirmière voyez, aller voir avec l'infirmerie. Ouais, l'infirmière, j'ai déjà eu affaire à elle, elle m'a pas trop... Elle vous écoute pas. Il n'y a pas de psy ? Je n'ai pas parlé de ça, mais elle m'a pas trop... les situations qu'elle a gérées jusqu'ici, j'ai pas trouvé ça trop... Mais, je pense que les parents, mais justement, ce soir, j'étais un peu remontée contre eux parce que j'entends dans toute la classe que ça commence à parler de ça et que j'ai l'impression que c'est certains parrains qui ont envenimé la chose en allant en parler chacun dans tous les sens et... Si eux ne réagissent pas, il y a pas de. Quels sont les adultes référents là ? Il y a pas assistante sociale, il y a pas psychologue, il y a pas dans cette école. Non, il y a une infirmière. C'est bien dommage. Je pourrais quand même choisir un cagneux qui pourrait gérer la situation, qui pourrait trouver. Mais je trouve que ça serait quand même aussi pas mal d'avoir un peu des gens un peu plus spécialisés. Parce que ça dépend. Ok, ils sont passés par là, mais ça serait bien d'avoir un peu des personnes extérieures aussi qui pourraient vraiment spécialiser, qui pourraient gérer des jeunes en difficulté, parce qu'il y a une souffrance là. Ouais, mais je voudrais aussi. On avait pensé avec. Les délégués de la classe ont parlé à la prof, notre professeur principal. Pourquoi pas ? Mais c'est à elle qu'elle a parlé des tricheries et ça fait un peu... je trouve... J'avais peur que ça fasse un peu les gens qui se sentent concernés par la tricherie, qui viennent dire un peu elle est folle, venez... un peu. Non, mais sortez de la tricherie et puis écoutez, il faut qu'il y ait quelqu'un, adulte, si vous avez le sentiment qu'au niveau des parents ça bouge pas, ça peut être au niveau des professeurs, quelqu'un qui puisse lui parler, où il y a une parole un peu qui soit entendue. Je pense qu'elle va pas vous entendre vous êtes trop jugé parti. Quelqu'un qui puisse un peu canaliser cette angoisse et qu'elle ait un lieu pour en parler, pour évacuer. À mon avis, il y a trop de pression. Voilà. Et puis que vous demandiez à ce moment-là si c'est trop envahissant, parce qu'on l'entend, ça vous envahit trop, peut-être à partager, avoir une autre chambre, parce qu'on sent que c'est contagieux aussi et qu'il faut que vous puissiez aussi poursuivre votre année tranquille. Hein. Bon courage, Sophie. Merci beaucoup. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Alors on accueille Jean-Pierre. Oui. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelais pour le cas de la dame le premier cas qui est exposé, où il a été recommandé de voir avec l'assistante sociale de l'école pour le petit garçon. Oui. Moi, je fais de la médiation. Vous faites, pardon ? Je fais de la médiation familiale. Oui. Gracieusement, bénévolement. Je pense pas que ce soit forcément la bonne solution. Pourquoi ? Parce que on commence c'est une école publique, je suppose, et quand on fait rentrer de Crowley, non. Peu importe. Mais quand on fait rentrer un problème privé, familial, qu'on le porte à l'intérieur de l'école, on officialise déjà une affaire. Moi, j'aurais vu plus le fait que cette dame essaie de se renseigner auprès du petit garçon et de la grand-mère, quel était le médecin de famille qui les suivait, et aller voir ce médecin, lui exposer le cas, exposer les doutes qu'elle avait,
le sentiment qu'elle avait vis-à-vis de cette famille-là. Les médecins, vous savez, en dehors de traiter physiquement les gens, ils ont une approche psychologique assez développée. Donc, je pense qu'il sera tout de suite, il va comprendre tout de suite la situation, et lui, il sera en mesure et à même, disons, de faire glisser la demande de cette dame, les observations de cette dame, vers la grand-mère, et éventuellement organiser une hospitalisation de la grand-mère avec le concours de cette dame qui se propose de récupérer le petit garçon le temps de l'hospitalisation. Je pense que avant d'aller vers... Parce que dès qu'on va vers une assistante sociale, c'est une enquête, ça devient plus ou moins officiel, ça peut gêner les gens, ça peut mettre... On peut court-circuiter, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, mais moi je trouve que l'école était, enfin j'ai pas ce point de vue parce que je trouve que l'école c'est quand même qu'est-ce que vous dites par ça officialise? Qu'est-ce que ça officialise? L'école ça officialise de quoi? Que craignez-vous finalement dans le côté officiel? Eh bien, tout simplement, c'est que comme tout ce qui est administratif. Oui. Ils vont répondre à des règles. Il y aura une enquête officielle. On va commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va... En même temps, c'est une maman qui va les voir. C'est pas non plus. Vous voyez, c'est pas comme si ça venait d'eux qui mettaient en place un signalement. Après tout, c'est alors. Anne était, Anne était tout à fait, on sentait, mais en aucune façon la parole d'Anne, mais eux peuvent se dire bon, c'est la parole d'une maman, ça veut pas dire qu'ils vont déclencher tout de suite l'artillerie lourde, ils peuvent très bien tout à fait, recevoir la grand-mère de ce garçon, voir un petit peu ce qu'il en est, c'est pas pour autant tout de suite qu'il y a un signalement de mis en place. Oui, ils peuvent essayer de voir ce qu'il en est. Il n'y a pas tout de suite signalement et des choses lourdes mises en place derrière. L'école peut jouer un rôle aussi préventif sans que ça soit tout de suite quelque chose de lourd. J'entends le côté médecin, mais médecin, ça veut dire que, vous voyez, ça veut dire qu'il y a déjà c'est vrai que ça peut être aussi une piste à explorer. Mais la grand-mère... ce qu'était prête à faire Anne d'ailleurs, puisque elle était prête à donner un rendez-vous avec la grand-mère, mais la grand-mère n'était pas là le jour du rendez-vous, donc la grand-mère elle se dérobait un peu, et puis on parlait au petit-fils. Justement, la grand-mère qui se dérobe avec une dame qui est plus ou moins confidente en définitive. Oui. Elle arrive à se dérober, imaginez-vous, vis-à-vis d'une infirmière scolaire ou d'une psychologue scolaire qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vue, ça va être un mur. Elle ne se livrera pas du tout. Alors que le médecin qui la connaît... Mais ça dépend. Parfois on se dérobe moins face à une institution. Ça dépend. Oui, je suis assez réservé là-dessus. C'est vrai, non mais je suis d'accord avec vous qu'avec le médecin il y a une relation de confiance et qu'on parle plus à son médecin, c'est vrai. Oui, non mais je suis d'accord avec vous que si, c'est ce que voulait faire Anne au départ, voir avec la grand-mère, elle se proposait d'appeler son médecin, enfin elle voulait au départ, elle n'avait pas du tout envie de passer par quelque chose d'un peu intrusif, entre guillemets. Mais la grand-mère ne fait pas la démarche. Et il faut que ce soit Anne qui aille voir le médecin, et le médecin très psychologue. Oui, mais il faut qu'elle sache qui c'est. Va amener la grand-mère, je sais pas moi, mais en lui apportant des garanties. Mais écoutez, madame, si vous vous faites hospitaliser, peut-être avez-vous dans votre entourage quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de votre petit garçon. C'est pas impossible à faire. On va s'en inquiéter, on va vous aider, la mettre en confiance. Or, cette confiance-là, ce franc-parler du cœur, c'est pas une administration qui va le tenir. Ils sont beaucoup plus rigoureux. C'est-à-dire que tout dépend pour qui on intervient. On n'interviendrait pas en la grand-mère, passer par le médecin, oui. Pour les deux, mais on intervient. Oui, enfin, Anne, elle intervenait plus pour le petit-fils. Oui. Très honnêtement. Voyez, ça dépend aussi. Elle se faisait du souci pour cet enfant.
la grand-mère et le petit-fils, ils sont liés. C'est vrai. Non, mais je comprends. L'un, c'est le problème de l'autre. C'est vrai, c'est ce que dit Brigitte. C'est peut-être une solution moins stigmatisante. C'est vrai, mais j'entends votre point de vue, mais ça suppose. D'abord, un médecin, c'est un confident, par définition. C'est vrai. Alors bon, c'est vrai. Moi, rien que ça m'encouragerait à aller vers cette solution. Tenter un essai, bon. Oui, après, tout dépend comment l'école réagit. Il y en a qui savent très bien réagir, qui sont moi, Alors, il y en a qui disent, voyez, je suis l'avis de ce monsieur, ça va déclencher une enquête désastreuse. Il faut pas non plus penser qu'en milieu scolaire, tout de suite, il se comporte. Je vous dis, l'artillerie lourde et c'est le truc. Il y a quand même des gens qui, en milieu scolaire, sont beaucoup plus délicats et fins que ça. Hein. L'école aujourd'hui, l'école a des difficultés à régler ses problèmes internes, ses propres problèmes internes. Alors, si on leur amène des problèmes externes, ça va être encore pire. Pour eux. Hein. Oui, cela dit, c'est une école. Vous voyez, elle a parlé, c'est une école de Crowley. C'est encore une école particulière. Moi, vous avez la petite jeune fille, la petite étudiante là, qui a parlé en dernier. Oui. Sophie. Qui a été voir l'infirmière de l'école. Oui. Bon, vous avez vu sa réaction. Ben oui. Malheureusement, oui. L'infirmière, d'accord. Oui, pourtant dans des classes prépa, je suis d'accord avec vous. Ouais, voilà. Donc, où les jeunes auraient particulièrement besoin d'être épaulés, d'être entourés. Et aussi de la réaction, d'amener un problème externe à l'école, de faire entrer dans l'école. Je me demande quelle réception ça y est. Non, mais j'entends votre point de vue. C'est pour ça que je voulais vous entendre, parce que c'est vrai que le médecin, quand on le peut, moi je suis de votre avis, hein, c'est un interlocuteur merveilleux. C'est comme vous dites, il y a une écoute, et puis il y a cette confidentialité. Ça, c'est vrai que le médecin traitant est un interlocuteur à privilégier. Je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on se quitte, Jean-Pierre, parce que j'ai encore un petit peu de musique à passer, mais je voulais également entendre votre point de vue et cette piste-là à explorer. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris la peine d'appeler. Au revoir.